Et si, 13 ans après, le meurtrier de Sophie Toscan du Plantier était enfin identifié, arrêté et jugé? Un magistrat français qui a repris le dossier il y a 2 ans est passé à la vitesse supérieure. Un mandat d'arrêt européen a été lancé à l'encontre du principal suspect, un journaliste irlandais qui clame son innocence. L'homme a été interpellé tôt hier matin, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il pourrait être extradé vers la France. Nous avons trouvé les nouveaux témoins qui accablent cet homme qualifié de manipulateur et qui pourrait donc avoir couvert en tant que journaliste un meurtre qu'il aurait lui-même commis. Le suspect irlandais, c'est un reportage de Christophe Dubois et Tony Casabianca. Un paysage de quiétude. La lande irlandaise, dans la région de Cork. En surplomb, un cottage blanc, isolé. Depuis près de 20 ans, Joséphine, une femme du pays, s'occupe de l'entretien de cette maison. Elle était la propriété d'une Française, Sophie, qui venait souvent seule pour se retirer loin de Paris et de son agitation. Sophie aimait lire et retrouver la paix et le calme ici. Elle s'asseyait ici. Elle aimait la vue? Oui, elle avait la vue sur Mizen et vers le phare du Fastnet Rock. C'est triste de penser qu'elle ne reviendra plus. Pas un jour sans que je pense à Sophie. Sophie, 39 ans, productrice de télévision et épouse d'un homme connu, aujourd'hui disparu, Daniel Toscan du Plantier, une figure du cinéma français. C'était l'ami des stars, un habitué du Festival de Cannes et de son tapis rouge. Sophie Toscan du Plantier a été retrouvée assassinée dans la nuit du 22 au 23 décembre 1996, au pied de son cottage. C'est la veille de Noël, il est 10 heures. Shirley, la voisine de Sophie, sort de chez elle pour vider les poubelles. Je descendais le chemin en voiture. Il y avait beaucoup plus de buissons, de très hauts buissons. Je ne pouvais pas voir, je n'aurais pas pu voir quoi que ce soit avant d'arriver au tournant. Pour la première fois depuis le drame, Shirley accepte de raconter ce qu'elle a vu ce matin-là. Elle était allongée ici, je suis passée en voiture, elle était allongée, là, de l'autre côté de la porte, allongée avec sa tête ici et ses pieds vers le bas, là. J'ai vu qu'elle était allongée sur le dos avec une épaule blanche recouverte de traînées de sang. Shirley remonte prévenir son mari qui appelle la Garda, la police irlandaise. Ces enquêteurs débarquent sur les lieux à 10h38. Ce qu'ils découvrent, c'est un meurtre d'une sauvagerie effroyable. Le visage de Sophie a été défiguré par de nombreux coups, son crâne fracassé par un parpaing. Ses mains et ses bras ont été lacérés, fracturés, parce qu'elle tentait probablement de se défendre. Un crime comme il ne s'en était jamais produit ici. Vers 14h ce jour-là, Shirley, la voisine, reprend sa voiture pour aller en ville. Elle croise alors un autre visiteur accompagné d'une femme. Ils étaient à mi-chemin, ici sur cette route, au tournant. L'homme qu'elle croise en compagnie de son ami, c'est lui, Ian Bailey, ici sur des photos prises il y a 3 semaines. Ian Bailey, un journaliste anglais qui habite la région et qui va tout de suite attirer l'attention des policiers. J'ai descendu ma vitre, je lui ai dit « C'est pas la peine d'aller plus loin, la police a tout bouclé. » Il a dit « Je suis au courant de tout, je travaille, je suis sur le coup. Je travaille pour le journal, The Examiner, quelque chose comme ça. » C'était le premier journaliste sur place? Oui, oui. Oui. Un journaliste informé avant tout le monde. Un autre détail va intriguer les enquêteurs. Ian Bailey a des marques de griffures sur le visage et les bras. Et surtout, à l'époque,
Une habitante prétend l'avoir vue, la nuit où le meurtre se serait produit, sur ce pont, à quelques centaines de mètres de la maison de Sophie, en train de laver ses bottes. Depuis, ce témoin s'est rétracté. Yann Bailey est interpellé une première fois, en février 97, puis à nouveau en janvier 98. À chaque fois, il nie les faits et est remis en liberté, car si la police dispose de témoignages à charge, elle n'a pas de preuves formelles. Voici ce qu'il disait à l'époque. L'une des raisons qui m'ont été données pendant mon interrogatoire, c'est que j'aurais tué cette femme parce que j'avais besoin d'un bon scoop. C'est une suggestion parfaitement absurde. Les années passent. En 2003, le journaliste contre-attaque. Il poursuit des journaux qui l'ont présenté comme suspect. Contre toute attente, le procès se retourne contre lui. Sur son emploi du temps le jour du meurtre, sur le fait qu'il connaissait la victime et sur d'éventuels aveux qu'il aurait fait à certains de ses proches, une vingtaine de témoins le contredisent. Il perd le procès, mais n'est toujours pas inculpé. La semaine dernière, nous nous sommes rendus en Irlande et avons pu retrouver plusieurs de ces témoins. Comme les voisins de Sophie, Alfie et Shirley. Ils contestent un point précis de la défense de Bailey. Celui-ci a toujours affirmé n'avoir jamais rencontré Sophie de son vivant. Or, Alfie garde un souvenir d'une rencontre, probablement la première entre la Française et le journaliste. C'était 1 an et demi avant le meurtre. Je peux fermer les yeux et je revois ce qui s'est passé dehors, là, juste devant la porte. Elle est arrivée comme d'habitude. Je l'ai présentée comme c'est normal de le faire. Il lui a serré la main, autant que je me souvienne, et voilà. Je suis sûr que nous avions parlé d'elle avant qu'elle n'arrive. Il voulait savoir ce que faisait Sophie. Je lui ai dit, elle est productrice pour la télévision. Un autre témoin assure que Bailey connaissait Sophie, et même qu'ils étaient devenus amis. Il s'appelle Guy Girard, il est français, c'est un réalisateur. Il n'a pas souhaité être filmé, mais nous a accordé un entretien par téléphone. Il avait parlé avec Sophie quelques jours avant le meurtre. Il venait de présenter en France des films sur la violence. Elle me dit « Ah, t'es comme mon ami Yann Bailey, il s'intéresse beaucoup à ça. C'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi, pas loin de Cork. Et quand elle m'en a parlé, j'ai l'impression qu'elle le connaissait bien et qu'elle savait que ce garçon s'intéressait à la violence. » Les explications données par Bailey depuis 13 ans posent bien d'autres questions. Qui l'a prévenu du meurtre? Un autre journaliste, comme il le prétend? À quelle heure? Selon plusieurs témoins, dès le matin du drame, alors que la police commence à peine les premières constatations, il aurait annulé des rendez-vous en expliquant qu'il enquêtait sur l'assassinat d'une Française. Yann Bailey, pendant ces longues années, se serait même livré à des confidences. Selon plusieurs témoins, et à plusieurs reprises, il aurait confessé être l'auteur du meurtre, ce qu'il conteste aujourd'hui. Dans la région, rares sont ceux qui le connaissent bien. C'est le cas de cette femme. Elle a accepté de nous parler de lui, à condition de respecter son anonymat. À partir du moment où il est devenu le suspect principal, vous avez eu l'impression qu'il était gêné par ce statut? Il était un star. Il a reçu beaucoup d'attention de la police et puis des journalistes. Et j'avais l'impression souvent quand j'étais chez lui, quand tout le monde était autour, que c'était comme un chef. Il était 2 fois plus grand. Il aimait beaucoup ça. Et c'est un jeu dangereux pour lui. Mm-hmm. Mais il est très complexe, ce monsieur. Intelligente, complexe et étrange. Il m'a dit une fois, il y a des années, que s'il était inculpé, arrêté, il fera un film de ça. Il avait déjà le script dans sa tête et tout. Un suspect, des contradictions, mais pas de procès. L'enquête sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier va rester longtemps dans l'impasse. 13 ans. 13 ans que sa mère, Marguerite Bougnol, attend que la justice passe. Chez elle, c'est une sorte de mausolée à la mémoire de sa fille. Voilà. Alors donc ça, c'est
un document que je garde toujours à côté de moi parce que je la retrouve dans son travail. Il y en a qui me font mal, des photos. Elles m'ont toujours... de jamais s'habituer. Je ne sais même pas ce que ça veut dire faire son deuil. Pour confondre l'assassin de sa fille, Marguerite Bougnol n'est pas seule. Depuis 2 ans, des proches de Sophie Toscan du Plantier se sont mobilisés. Il y a l'oncle de Sophie, Jean-Pierre Gazot, professeur de physique à l'université, et un ami, Jean-Antoine Bloch-Daudet, ingénieur à la retraite et parfaitement anglophone. Des enquêteurs amateurs, mais bien organisés. Ils ont rencontré des témoins et se sont même rendus sur la scène du crime. Pour eux, Yann Bailey reste le suspect numéro 1. Leur scénario, Bailey connaissait effectivement Sophie, l'une de leurs rencontres aurait mal tourné. Sophie est une belle femme. Bailey est quelqu'un qui a quand même tout un ensemble d'histoires de séduction un peu forcée, quoi, et aussi de violence d'ailleurs, en particulier vis-à-vis de sa compagne. Et donc, il y a certainement eu, à un moment donné, des fantasmes. Le soir du 22, il y a tout un ensemble de témoins qui disent que Bailey avait beaucoup bu, pris de la drogue. Il se rend à la maison de Sophie. Il est fort possible qu'elle essayait tout de suite de le repousser. Une bagarre aurait commencé ici, au niveau de la porte de la cuisine. De minuscules traces de sang retrouvées par les enquêteurs sembleraient l'attester. Et donc Sophie descend ici comme ça. Alors elle tombe plusieurs fois apparemment. Elle débouche ici sur le chemin. Le type la rattrape et ça se termine ici. Là, il y avait des broussailles. Et son corps est donc retrouvé ici, et c'est là qu'on a mis une croix celtique, avec son prénom. Après des années d'inertie, fin 2008, un juge français se fait transmettre le dossier de la police irlandaise. Il épluche des centaines d'auditions et entend de nouveaux témoins. Pour lui aussi, trop de contradictions dans les déclarations de Bailey. Le magistrat veut organiser des confrontations en France. Pour cela, le 16 février dernier, il lance un mandat d'arrêt européen contre Yann Bailey. Après toutes ces années, le journaliste a eu le temps d'organiser sa défense. À Cork, il a pris pour avocat Frank Buttimer, un spécialiste des affaires criminelles. Dans son bureau, tout un coin consacré au dossier Bailey. Il y a là des tas de choses différentes. Des enregistrements, des pièces à conviction, des procès-verbaux de la police. C'est un énorme dossier, vous savez. Pour l'avocat, ce mandat d'arrêt européen ne change rien. Pour lui, la justice irlandaise a déjà tranché. Monsieur Bailey a toujours clamé son innocence. Il faut se rappeler qu'à chaque fois que l'on a réexaminé le lien entre Bailey et cette affaire, les services du procureur irlandais ont toujours dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le poursuivre, et cela reste sa position. Il y a quelques jours, nous avions essayé de contacter Yann Bailey. Allô? Est-ce que je peux parler à Yann Bailey? Christophe Dubois, de la télévision française. Hello, Christophe. How are you? Very well. I am not saying anything. I'm not making any statements. I'm just studying at the moment. Okay. Okay. Ok, vous n'êtes... Autrefois bavard avec les journalistes, l'homme a visiblement changé de stratégie. Bailey habite toujours la région, à 3 km de la maison de Sophie. À 51 ans, il a repris ses études. Il termine une licence de droit. Nous nous sommes quand même rendus chez lui. C'est sa compagne qui nous répond. Il ne parle pas, absolument à personne. J'en ai marre, c'est un coup monté. On fait de notre mieux pour rester calme et tranquille. Ce sont que des mensonges, dites-leur en France, que des mensonges. Je ne resterai pas avec un meurtrier, je ne suis pas une femme stupide. Nous ne verrons pas Yann Bailey en Irlande. Pour répondre à la demande de la France, hier matin, Yann Bailey a été interpellé chez lui et transféré dans un commissariat. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il devait faire appel. Une éventuelle extradition en France pourrait prendre quelques semaines. 13 ans après son meurtre,
Le fantôme de Sophie Toscan du Plantier hante toujours la lande irlandaise.